Il est agronome, naturaliste, enseignant de SVT à l'université Paris-Saclay. Sous vos applaudissements, Samuel Rebullard. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va parler d'alimentation et plus précisément, on va se poser la question de ce qui se passe quand on choisit un aliment et des conséquences que ça peut avoir sur notre environnement. La plupart des achats alimentaires, 75% à peu près en France, sont faits en supermarché. Ça veut dire que toute l'information dont vous allez disposer au moment de choisir votre aliment, eh bien, en fait, elle va être sur des emballages, ici des pâtes ou des purées en flocons. Et finalement, qu'est-ce que j'ai comme idée de ce que ça va avoir comme conséquence derrière sur l'environnement? Peut-être même vous êtes-vous jamais posé la question de ce que ça pouvait générer sur les écosystèmes. En fait, la question de l'alimentation, souvent on la limite à la question de la sécurité alimentaire. En réalité, la question de la sécurité alimentaire, elle va sans doute se régler dans les années qui viennent beaucoup plus simplement que ce qu'on imagine. On vous a peut-être dit qu'on allait être tellement nombreux sur Terre qu'on n'arriverait pas à nourrir tout le monde. Il n'y a aucune étude sérieuse qui dit cela. En fait, on est 8 milliards de personnes aujourd'hui, on va être 10 milliards et ça va se stabiliser autour de 10 milliards entre 2070 et 2080. Ça va faire une augmentation de la population mondiale qui est bien inférieure à celle qui a été vécue pendant, la dernière moitié du XXe siècle. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1950, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 3 milliards d'habitants sur Terre. En 80, il y en avait 6 milliards. On a doublé la population mondiale dans cette période-là. Et pourtant, il n'y a pas eu les famines que l'on supposait arriver à ce moment-là, et il est peu probable que des famines surviennent dans les années à venir. En revanche, la vraie question qui se pose, c'est de savoir dans quelles conditions environnementales et sanitaires on va être capable de produire cette nourriture. Est-ce que vous vivrez aussi bien que les générations d'avant? Est-ce que vos enfants vivront aussi bien que les générations d'avant dans ce contexte agricole et alimentaire? Alors on va définir ce qu'est la sécurité alimentaire parce que ça reste quand même l'objectif numéro 1, le premier enjeu auquel doit répondre l'alimentation. L'alimentation doit d'abord être disponible, c'est-à-dire que dans les magasins, vous devez trouver la nourriture. Et souvent, on a limité la sécurité alimentaire à cet aspect. Mais il faut également que l'alimentation soit accessible. Accessible notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et on sait que la pauvreté est l'une des principales causes de sous-alimentation. Mais également pour ceux qui seraient malades, seraient handicapés, seraient des personnes âgées, des enfants, et qui peuvent avoir du mal à accéder physiquement à l'alimentation. Il faut évidemment qu'elle soit saine et nutritive, notamment qu'elle soit diversifiée, qu'elle soit dépourvue de substances ou de bactéries toxiques. Il faut qu'elle respecte les préférences alimentaires, pas seulement religieuses. Vous n'avez pas forcément envie de manger des insectes, et il y a d'autres pays dans le monde qui n'ont pas forcément envie de manger ce que vous mangez. Donc il y a effectivement un respect des préférences religieuses, et il faut que tout ça, ça soit stable dans le temps. Alors je disais tout à l'heure, je comparais ce qui s'est passé au XXe siècle par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Je vous ai mis ici quelques chiffres révélateurs de la disponibilité en céréales entre 1961 et 2016. En 1961, vous voyez, on avait 770 grammes de céréales par humain et par jour disponibles sur Terre. En 2016, on en a 1 kilo, d'accord, 1000 grammes à peu près. Ça veut dire que non seulement la population mondiale a plus que doublé, vous voyez, on est passé de 3 sur la même période à 7 milliards de personnes. Non seulement ça a plus que doublé, mais on a produit plus de nourriture. Le problème, c'est que ça s'est fait avec une agriculture qui aujourd'hui pose plein de soucis. Ça s'est fait grâce à des leviers technologiques que vous connaissez, notamment l'utilisation d'engrais de synthèse, l'utilisation de pesticides, l'utilisation de variétés à haut rendement, de l'irrigation, et toutes ces technologies qui ont été utilisées pour augmenter la production, aujourd'hui ont des conséquences soit environnementales, soit sur la santé, soit sur les deux. Alors on n'oublie pas que malgré ces augmentations, aujourd'hui l'alimentation mondiale ne nourrit pas l'humanité. On a plus de 800 millions de personnes, on se rapproche de 900 aujourd'hui, qui sont en sous-nutrition quantitative. On a 2 milliards de personnes dans le monde sur 8 milliards, c'est un quart, c'est énorme, qui souffrent soit de surpoids ou d'obésité. Et puis on a des carences nutritionnelles, il y en a qui n'ont pas assez de nutriments
dans leur alimentation et ça touche également 2 milliards de personnes. Attention, ça ne s'additionne pas tout ça, ça peut être les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut être en surpoids et obésité et en carence de fer, par exemple, ou de vitamine A. Ça n'est pas du tout incompatible. Alors, des impacts environnementaux, ils sont nombreux, et c'est surtout de ça dont on va parler dans le temps qu'il me reste. Il y a des impacts sur le changement climatique, c'est à peu près un quart de la contribution au changement climatique, l'alimentation et l'agriculture. 70% de l'eau douce qui est utilisée sur Terre est utilisée pour l'agriculture. On a dit qu'on utilisait des engrais, ça perturbe le cycle de l'azote et du phosphore, je ne rentre pas dans les détails. Comme on travaille les sols, eh bien en fait on perd des sols, et si on perd les sols, eh bien on perd de la fertilité, de la possibilité de se nourrir dans le futur, et ça c'est effectivement un enjeu fondamental de ralentir l'érosion des sols. En milieu agricole, on détruit assez, il y a une crise majeure de biodiversité qui est accélérée par les conditions de production agricole, notamment en France. Je prends un exemple dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est qu'on a 30% des oiseaux des milieux agricoles qui sont moins abondants. On a fait une étude sur 27 espèces qui sont suivies régulièrement et on a beaucoup moins d'oiseaux aujourd'hui. Mais on peut aussi dire que en Allemagne, par exemple, une étude a montré, et c'est valable en France aussi, on a des chiffres similaires, que 75% des insectes ont disparu. Alors vous dites, 75% d'insectes en moins, moi je suis content, j'aime pas les moustiques. Donc ça me fait toujours ça de moins comme perturbateur. Oui, sauf que dans les insectes, il y en a beaucoup qui vous sont indispensables sans que vous vous en rendiez compte. Vous connaissez bien sûr les pollinisateurs, mais il y a aussi tous ceux qui vont contribuer à la fertilité des sols, qui vont défendre les cultures contre les autres insectes qui les attaquent, etc. Et puis bien sûr la santé humaine, qui indirectement est impactée par la production alimentaire, notamment à travers les pesticides. J'ai mis que cet exemple-là. Mais vous avez peut-être entendu dire aujourd'hui qu'il y a une préoccupation avec un métal qui s'appelle le cadmium, qui se trouve relativement abondant dans notre alimentation, alors que jusqu'à maintenant on ne le dosait pas, et qui pose des problèmes de santé importants, notamment de cancer du pancréas ou de maladies cardiovasculaires. Alors, pour finir cette longue introduction, j'aimerais que vous preniez conscience de quelque chose. Quand vous mangez un poulet frites, en fait, vous êtes en connexion avec des environnements qui ne sont pas les vôtres. D'accord ? Vous croyez que vous vivez ici à Rouen ou à proximité de Rouen. C'est vrai, votre corps est ici physiquement, mais les molécules qui composent votre corps ne viennent pas de Rouen pour l'essentiel. Les molécules qui composent votre corps, elles sont constituées des éléments chimiques qu'on trouve dans tous les êtres vivants, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, etc. Et ça vient d'où ? Ça ne vient pas d'ici. Ça vient de votre nourriture. Et ça vient des plantes qui composent votre nourriture. Et ces plantes, en fait, elles ont saisi ces éléments chimiques dans leur environnement d'origine. D'accord ? Donc quand vous mangez des pommes de terre de Picardie, par exemple, eh bien, en fait, vous allez manger l'azote, le phosphore et le soufre du sol de Picardie et le carbone qui a été capté par la photosynthèse par les pommes de terre de Picardie. D'accord ? Ça, c'est juste la pomme de terre. Mais des aliments, vous allez en avoir peut-être 10 plantes par jour. Ces 10 plantes par jour, vous allez les multiplier par tous les repas. Vous avez 1000 repas par an. Donc ça veut dire que... Alors on peut dire la même chose avec le Nutella, hein, en l'occurrence, ou n'importe quelle autre pâte à tartiner. Hein. Vous voyez que vous allez dépendre finalement d'agrosystèmes qui sont très loin de vous, hein, du cacao d'Afrique de l'Ouest, des noisettes d'Italie ou plus souvent de Turquie aujourd'hui, des betteraves à sucre pour faire le sucre du Nutella qui viennent aussi de Picardie, etc. Donc on a exactement le même problème. Le truc, c'est que vous ayez conscience que chaque fois que vous mangez, au plus intime de vous-même, par les molécules même qui composent votre corps, vous êtes en connexion avec des milliers et des milliers d'agrosystèmes, c'est-à-dire des environnements lointains, des environnements agricoles qui produisent votre nourriture. Et cette nourriture qui est produite loin de vous, vous avez finalement une responsabilité en la choisissant, parce que finalement vous accordez votre confiance à un agriculteur que vous rencontrerez probablement jamais, mais qui a pris des décisions pour produire votre nourriture, et ces décisions, elles vont impacter évidemment votre santé et son environnement à lui. Donc pendant longtemps, je l'évoquais tout à l'heure, on a considéré que l'enjeu alimentaire, c'était d'abord un enjeu de sécurité. On a vu ce que c'était que la sécurité alimentaire.
Aujourd'hui, en réalité, on demande à l'alimentation beaucoup d'autres choses. On va avoir plein de sujets sociétaux, de sujets contemporains qui vont s'intéresser, je ne vais pas tous les lister, hein, mais évidemment réduire les pollutions, s'adapter au changement climatique, réduire l'érosion des sols, maintenir la biodiversité, tout ça, ce sont des enjeux environnementaux qui ont des liens avec l'alimentation. Alors on va parler justement du climat. Si je vous demande comment est-ce que vous comptez réduire votre impact climatique en mangeant, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont me dire je mange local. Ce qui suggère que c'est le transport le problème. Si on regarde ce graphique, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Vous voyez que le gros morceau de la contribution climatique, il est réparti en fait. La contribution climatique des différentes étapes de l'alimentation. Donc au départ, on produit. Je ne sais pas si j'ai un. En haut, vous voyez, on produit en agriculture les aliments, ensuite on les transforme par l'industrie, ensuite on les transporte dans les magasins, puis les consommateurs les transportent chez eux. Il y en a une partie qui est vendue en grande distribution, il y en a qui sont consommés à domicile, et vous voyez que la contribution principale, c'est de loin la production. D'accord ? C'est vraiment l'agriculture qui va contribuer principalement à l'impact climatique de l'alimentation. Et le transport, finalement, c'est secondaire devant cette dimension agricole. Alors en France, ça va être quoi cette contribution agricole ? Vous le savez sans doute, c'est beaucoup de l'élevage, mais on oublie de dire que c'est aussi beaucoup les cultures. Presque un tiers pour les cultures, une moitié pour l'élevage, un peu plus d'un tiers pardon, pour les cultures. Donc vous avez des engrais de synthèse qui vont, quand on va les poser au sol, en fait, qui vont être volatilisés par la microflore du sol et qui ne vont pas vraiment servir aux plantes et qui vont contribuer en grande partie, on voit ici, à la production de protoxyde d'azote. Ce protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre 200 fois plus puissant que le CO2. Donc ça, c'est une grosse contribution, les engrais de synthèse. Et puis la deuxième, c'est évidemment l'élevage. Alors contrairement à ce qu'on dit, c'est pas quand les vaches pètent, mais c'est quand elles rotent qu'elles produisent du CH4 principalement. D'accord ? Donc c'est l'éructation liée à la digestion qui va produire du méthane. Et lui aussi, le méthane, c'est un gaz à effet de serre puissant, 40 fois le CO2. Alors, on va prendre quelques aliments pour y voir un peu plus clair. Déjà, on va regarder quelles sont les causes de la déforestation dans le monde. Si on regarde les causes de la déforestation dans le monde, vous voyez qu'en premier, là c'est en millions d'hectares. Alors, pour vous représenter ce que ça représente 2 millions d'hectares, il faut vous dire que la Suisse fait 4 millions d'hectares. D'accord ? Donc on a la moitié de la surface de la Suisse chaque année ici. D'accord ? C'est la surface qui est déforestée chaque année. Et cette 2 millions d'hectares, c'est à peu près ce qui est déforesté pour l'élevage de bœuf tous les ans. Alors, ce n'est pas forcément du bœuf à destination de l'Europe, c'est plutôt du bœuf qui reste dans l'hémisphère sud pour l'essentiel. En revanche, là où ça va nous toucher, nous, directement, c'est la deuxième colonne, qui sont marquées les graines à huile. Dans les graines à huile, vous allez trouver notamment de l'Indonésie, avec l'huile de palme, ici. Vous allez retrouver le Brésil avec le soja. L'huile de palme, elle est utilisée dans énormément des aliments, notamment des aliments industriels. Quand vous achetez des biscottes, très souvent, ils sont avec de l'huile de palme. Des biscuits aussi avec de l'huile de palme. Mais aussi des produits non alimentaires, comme le savon. Ils contiennent presque tous de l'huile de palme. Et puis, vous allez avoir une autre contribution qui va être la contribution du soja. Et ça, le soja, ça va surtout servir à alimenter les animaux. Donc, c'est ce qu'on va appeler de la déforestation importée. Il n'y a pas de déforestation en France. En France, la forêt elle est plutôt en croissance. D'accord ? Mais par contre, parce qu'on consomme des produits qui viennent de déforestation tropicale, eh bien, on va parler de déforestation importée. Alors, concrètement, ça va se passer comment ? Ce soja qu'on a vu produit au Brésil, il va devenir quoi ? Il va être apporté par des cargos dans les ports bretons, notamment le port de Lorient. Il y a 2 cargos par mois qui arrivent dans le port de Lorient et qui va alimenter tous les élevages de l'ouest de la France. Et on voit ici que ce soja, il est là, il va contribuer avec le maïs qui lui est produit localement à l'alimentation des élevages. Et donc dans un élevage conventionnel, aujourd'hui, un élevage de vaches laitières qui va produire du lait et de la viande, eh bien en fait on va surtout nourrir avec ces aliments de maïs et de soja. Et donc on voit que ça va faire des vaches qui produisent des grandes quantités. Vous voyez, chaque vache va produire 10 tonnes de lait par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plusieurs dizaines de litres par jour.
Si on prend en revanche un élevage qui ici est en bio, mais ce serait la même chose s'il n'était pas en bio, ce qui est important, c'est surtout que les vaches, elles ne mangent pas du maïs et du soja, mais elles mangent de l'herbe. Comme faisaient les vaches avant le milieu du XXe siècle, toutes les vaches mangeaient de l'herbe, c'est-à-dire qu'elles sont dans un pâturage, ou alors elles mangent de l'herbe fermentée, qu'on appelle le l'ensilage, ou alors de l'herbe sèche, qu'on appelle le foin. Alors dans ça, on va souvent trouver ça en bio, parce que ça permet théoriquement de vendre le lait un peu plus cher, même si aujourd'hui c'est plus tout à fait vrai. Mais par contre, ça produit moins de lait. D'accord ? Alors vous voyez qu'on produit moins de lait par vache, mais par contre, sur une exploitation de 30 hectares, on embauche un peu plus de monde. On a 1,5 emploi, alors que dans ce système-là, on n'a qu'un seul emploi. D'accord ? Donc on voit qu'on a des différences importantes, alors même que pour le consommateur, on a choisi quasiment le même lait. Il y en a un qui n'est pas bio et l'autre qui est bio. Mais au final, les conséquences derrière dans les champs, elles sont relativement importantes. On a dit qu'elles étaient importantes parce qu'il y avait cette importation de soja, mais elles sont importantes aussi parce que les paysages n'ont rien à voir. Dans un cas, vous allez cultiver du maïs pour nourrir vos vaches, c'est une monoculture sur laquelle on va mettre des engrais et des pesticides. Dans l'autre cas, ce que vous allez avoir, c'est des vaches qui sont dans un pâturage avec des haies autour. Donc vous voyez que derrière ce choix hyper simple, bio-pas bio, en fait, je vais avoir des conséquences sur les agriculteurs, les éleveurs qui vont faire le boulot derrière, qui sont relativement importantes. Donc vous voyez qu'au final, si on fait la liste de tout ce que je vous ai dit, on a des différences en termes de paysage, on a des différences en termes de déforestation importée, de balance commerciale, parce qu'il faut faire venir le soja dans un cas, alors que dans l'autre cas, vous n'avez pas besoin, d'emploi et de revenus, on emploie plus de gens dans le bio, de biodiversité au champ, il y a beaucoup plus de biodiversité dans un système comme ça que dans un comme ça, de bien-être animal, on peut imaginer que les vaches, elles sont mieux dans une prairie que dans une étable à être nourries avec du maïs. En termes de stockage de carbone, parce que les prairies stockent du carbone. En termes de travail du sol, parce qu'il n'y a pas besoin de travailler le sol dans les prairies. Et en termes d'utilisation d'intrants, parce qu'on ne met pas d'engrais et de pesticides. Ça fait lourd quand même, comme bilan. Derrière un choix qui paraît relativement simple au départ. Donc les prairies, contrairement à... On pense toujours aux forêts quand on parle de stockage du carbone, mais les prairies stockent également beaucoup de carbone. En gros, pour vous donner un ordre de grandeur et faire un peu vite, sur 1 hectare de prairie, vous stockez l'équivalent de ce qu'on consomme une voiture chaque année, de ce qui est émet, une voiture chaque année. Allez, on va prendre un deuxième aliment, c'est une salade. Une salade qui est ici mangée en Allemagne, mais ce qu'on va dire sur cette salade mangée en Allemagne, ça pourrait très bien s'appliquer à une tomate mangée en France, ou à une courgette mangée en France, ou une aubergine. Dans tous les cas, tous ces fruits d'été, ces fruits et légumes d'été, qu'on va avoir tendance à manger en toute saison, alors que normalement, ils poussent naturellement en dehors des serres l'été. Alors si on regarde, déjà quand on va la manger l'été, cette salade elle va avoir un faible impact carbone. Vous avez l'impact carbone qui est ici sur l'axe horizontal. Donc vous voyez que alors un peu plus en supermarché parce qu'il y a de la lumière, il y a du chauffage, de l'éclairage, des choses comme ça. En revanche, on pourrait se dire, du coup moi si je veux manger une salade l'hiver, j'ai plutôt intérêt à prendre une salade locale. La salade régionale, qui est produite localement, on voit qu'elle a un impact catastrophique. Et si on regarde dans la légende, en fait, on voit que c'est le chauffage des serres. Cette salade a été produite sous serre, et chauffer une serre, vous savez, c'est juste une maison en verre avec une petite paroi de verre, c'est pas très bien isolé, une serre. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup de fuel ou de gaz pour chauffer les serres. Et donc, l'impact carbone d'une salade locale est bien pire que la salade qui vient d'Espagne. Et vous voyez que la salade qui vient d'Espagne, la principale contribution, c'est le transport. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger des salades qui viennent d'Espagne, ça veut surtout dire que quand on dit qu'il faut manger local et de saison, il faut d'abord manger de saison, puis local, d'accord ? Il faut arrêter les tomates l'hiver, ça ne sert à rien, c'est pas bon en général en plus, et ça a un impact carbone catastrophique. Ça ressemble à ça, la culture de tomates en France, l'hiver. C'est forcément sous serre, c'est principalement en Bretagne, alors que c'est une plante de pays chaud. La Bretagne est la première région productrice de tomates en France. Ce sont des serres qui sont extrêmement coûteuses à la fabrication. Et en fait, pour tromper la tomate et lui faire croire que c'est l'été, on va éclairer la nuit. Et à l'échelle du paysage, ça fait ça. Donc vous avez des conséquences environnementales, non seulement d'emprise au sol de la serre, de production de chauffage, mais vous avez également des conséquences sur la faune sauvage, en particulier les rapaces nocturnes, les chauves-souris qui vont être perturbées par ces perturbations lumineuses. On va se dire, on peut aller en Espagne. En Espagne, c'est ça, le paysage de production. Ce sont des serres également qui ne sont pas chauffées cette fois-ci, qui sont en plastique.
Donc on a une grosse pollution au plastique avec toutes les bâches qui sont usées au bout de 2-3 ans et qui sont abandonnées. Et vu du ciel avec Google Maps, eh bien c'est ça que vous voyez dans la région d'Almera, au sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de campagne en fait, hein. Il n'y a plus que du plastique dans ces espaces-là. Alors le transport, est-ce que ça compte quand même? Oui, évidemment ça compte quand même. On va s'intéresser au transport maintenant. Un tiers des camions que vous voyez sur la route, c'est en général pour transporter des aliments. Mais si on regarde un peu, qui va contribuer le plus? Déjà, il faut avoir en tête qu'en France, et c'est l'urbanisme qui fait ça, les Français font à peu près 8 km en voiture en moyenne pour aller faire leurs courses. Pourquoi? Parce qu'on continue de construire des quartiers résidentiels sans aucun commerce de proximité à l'intérieur. Et que quasiment la plupart des gens sont obligés de prendre leur voiture pour aller faire des courses, alors même qu'auparavant, on pouvait à pied ou à vélo faire ses courses. Alors évidemment, on peut essayer de régler ça en mutualisant avec le voisin, en faisant les courses en même temps qu'on va à l'école ou faire d'autres activités professionnelles ou autres. Et pourquoi c'est important de réduire le trajet pour faire les courses? Parce que si vous regardez ce que dit l'ADEME, l'ADEME c'est l'agence française qui s'occupe de la maîtrise de l'énergie, 1 kg d'orange consomme autant de carburant pour 10 km en voiture que pour 800 km en camion plein. Comment expliquer ça? C'est parce qu'en fait, quand vous faites les courses, vous allez utiliser du carburant pour transporter 10 à 20 kg de nourriture maximum. Donc si on redivise par la quantité de nourriture transportée, finalement, chaque kilo de nourriture que vous transportez avec votre voiture va avoir un impact extrêmement fort. A l'inverse, un camion, il va être rempli, et donc vous allez avoir un impact qui, lui, est beaucoup moins important. Donc on voit que dans le transport, ce n'est pas forcément quand ça vient de très loin que vous avez l'impact le plus fort. Et ça, c'est lié à on pourrait dire une idéologie, mais surtout une volonté à la fin du XXe siècle, à partir des années 1970, de développer les supermarchés. Et les supermarchés ont été développés d'abord pour être utilisés avec les voitures. Le théoricien des hypermarchés qui s'appelle Bernard Trujillo, chez qui sont allés se former la plupart des responsables des grandes chaînes de supermarchés, des fondateurs des grandes chaînes de supermarchés françaises dans les années 60, disait « no parking, no business ». On a vraiment un mode de distribution ici qui est favorable à la voiture et donc à l'émission de carburant. Alors, si on fait un petit bilan, ici on est en Angleterre, mais on aurait la même chose en France. On va regarder plein de légumes. Alors je ne sais pas à quel point vous êtes anglophone, mais j'imagine que ça se devine. Les asperges, les aubergines, les choux de Bruxelles, les choux, etc. Et on voit à chaque fois leur impact carbone sur le graphique du haut, et on voit les différentes contributions sur le graphique du bas. Alors, ce qui pèse lourd, pour les asperges par exemple, on voit que c'est ce qui est en noir. Et pourquoi? C'est le transport en noir. Parce qu'en Angleterre, les asperges viennent principalement du Pérou en avion. Ça pousse les asperges en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'ils font venir des asperges du Pérou en avion? Parce qu'ils mangent des asperges l'hiver. D'accord? Donc on voit bien que l'effet de la saisonnalité fait que l'asperge pèse lourd. Mais ce qui est important, c'est de vous dire que ce n'est pas l'asperge le problème. C'est de la manger l'hiver. Si vous mangez de l'asperge qui est produite à 50 km de chez vous, ou dans votre jardin, ou chez votre voisin, ou n'importe quoi, c'est zéro son impact carbone. D'accord? C'est bien parce qu'elle est mangée l'hiver et qu'il faut la faire venir des pays du Sud que vous avez un impact qui est hyper fort. Si on regarde les haricots, c'est pareil. Eux, ils viennent du Kenya, en avion aussi. On ne sait pas si c'est en première classe, mais ils viennent en avion. Pour les aubergines, les concombres, les poivrons, les tomates, là, on voit que c'est surtout ce qui est en vert, c'est-à-dire que c'est les serres, le chauffage des serres qui va compter beaucoup. Et si on regarde les laitues, elles, c'est parce qu'elles sont réfrigérées sur le lieu de vente qu'il y a un impact qui est un peu plus fort. Donc on voit toujours cette idée que la saisonnalité va vraiment être le moyen de réduire son impact carbone facilement. Alors comment est-ce qu'on peut changer tout ça? On peut changer les choses déjà en achetant certains types d'aliments quand on connaît les modes de production. On va parler un peu d'agriculture bio. L'agriculture bio, il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ce sont des magistrats qui regardent comment on dépense l'argent public, d'accord, et qui font des rapports tous les ans et qui disent il y a trop d'argent public dépensé pour faire ceci, pour subventionner cela, etc. D'accord? Ils ont fait un rapport en 2022 sur l'agriculture bio. Et en fait, ils ont dit le contraire. Ils ont regardé la santé des agriculteurs, ils ont vu que c'était mieux quand c'était en bio. La santé de la population en général, ils ont vu que c'était mieux quand
quand c'était en bio. Le bien-être animal, c'était mieux quand c'était en bio. En économie, il y a plus d'emplois en bio, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple. Et puis sur les aspects environnementaux, c'est meilleur pour l'eau, pour les sols, pour l'air, pour la biodiversité. C'est globalement meilleur pour le climat, à un détail près, c'est qu'il vous faut un peu plus de surface pour faire du bio. Et ça grève un peu le bilan climatique de l'agriculture bio. Mais au global, les avantages sont tels que les magistrats de la Cour des comptes ont dit à la fin, on ne comprend pas pourquoi on ne dépense pas plus d'argent public, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'ils disent d'habitude, pour subventionner le bio. Ça n'a pas été suivi d'effet. Alors, souvent, la critique principale qu'on entend sur le bio, c'est qu'on ne pourrait pas nourrir toute la planète en bio. Je rappelle que le bio, ça veut dire que vous avez la plupart des molécules pesticides qui sont interdites, il y en a 50 autorisées sur les 400 qui existent, et vous n'avez pas le droit aux engrais de synthèse. Donc on voit qu'on va quand même réussir à atteindre plusieurs objectifs environnementaux en même temps, en plus de protéger la santé des agriculteurs et des consommateurs. Mais l'argument qu'on entend souvent, c'est le bio ne peut pas nourrir la planète. Eh bien, en fait, il n'y a aucune étude qui dit ça. C'est-à-dire que ceux qui vous disent ça sont des gens qui se basent sur des opinions, des intuitions. En fait, la plupart des études sérieuses sur le sujet disent qu'on peut nourrir l'humanité avec du bio, mais par contre à deux conditions. Deux conditions qui sont impératives. La première, c'est une réduction de la quantité de viande, c'est-à-dire qu'il faut consacrer beaucoup moins de cultures à nourrir les animaux, et on a vu tout à l'heure qu'on consacrait par exemple du maïs ou du soja à nourrir les animaux. Et donc il faut réduire la consommation de viande. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut réduire les pertes et gaspillages. Alors, l'autre conséquence, c'est que vous allez avoir des paysages, comme ici les paysages de la Beauce, qui ont été simplifiés au cours du XXe siècle. Or, on sait aujourd'hui que diversifier les plantes qui sont cultivées dans les milieux agricoles, c'est le principal support des pratiques agroécologiques. Alors voilà à quoi pourrait ressembler, alors c'est évidemment un schéma, mais à quoi pourrait ressembler un espace diversifié, c'est qu'au lieu d'avoir simplement des champs de blé à perte de vue, eh bien vous allez avoir des arbres, des milieux humides, des zones qui vont stocker du carbone, des zones qui vont abriter des prédateurs, des ennemis des cultures, des zones qui vont abriter des pollinisateurs, etc., etc. Notamment, j'aimerais insister sur les haies, parce qu'aujourd'hui, elles souffrent pas mal. Les haies, il y avait un pacte haies qui était l'idée de financer en fait, la replantation des haies en France, dont le financement a été suspendu cette année. Ces haies, en fait, on ne va pas regarder tous les avantages qu'elles ont, je vais juste en citer quelques-uns. Elles ont un rôle patrimonial, évidemment, et paysager. C'est beau dans le paysage, et on préfère se balader ou voir des paysages dans lesquels il y a des haies. Mais elles vont également protéger le bétail des intempéries, quand il fait trop chaud, quand il y a de la pluie, quand il y a du vent. Elles protègent les cultures également, elles vont stocker de la matière organique dans les sols, et ça veut dire qu'elles stockent du carbone dans les sols. Elles vont empêcher l'érosion des sols, on en a parlé tout à l'heure. Quand vous avez des haies qui sont en travers, le sol il n'est pas entraîné vers la vallée. L'eau va s'infiltrer plus facilement, donc on va réduire les risques d'inondation également. Et il ne vous a pas échappé que dans l'actualité, les phénomènes d'inondation étaient devenus de plus en plus fréquents. Donc avoir des dispositifs qui limitent ces risques, c'est évidemment souhaitable au-delà des aspects agronomiques. Alors, parmi les autres pratiques que l'on peut imaginer, je ne vais pas toutes les citer évidemment, mais vous avez ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, ça consiste à couvrir les sols en permanence. Vous avez toujours une culture dessus. Ici, c'est du tournesol, et vous voyez que l'agriculteur, il est en train de coucher avec sa machine son tournesol, sans le récolter. Et là, dans le semoir, la partie rouge, là, vous avez en fait des graines qui sont semées sous le tournesol par un semoir spécial. Et en fait, la couche de tournesol mort va protéger en fait, les jeunes semences par-dessus. Et on peut faire ça avec du tournesol, mais avec plein d'autres plantes, dont certaines qui vont pouvoir nous rendre des services, nourrir des pollinisateurs, apporter de l'azote au sol, etc. Donc pas mal d'avantages à cette technique. Évidemment, le sol va moins sécher, donc on va mieux gérer l'eau. On va nourrir la vie dans le sol. Ça va être globalement moins coûteux parce qu'on va moins passer avec les machines. On va stocker du carbone et on va mettre de la matière organique dans les sols, toujours hyper important, et réduire l'érosion. Alors, est-ce qu'il y a un autre levier
que agricole, oui, il y a évidemment changer les régimes alimentaires, ou faire évoluer plus exactement les régimes alimentaires. Là, ça va vous concerner plus directement. Et donc, on a une étude qui a été faite en 2019 qui a consisté à regarder 6 limites planétaires. Le changement climatique, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, l'utilisation d'eau douce, etc. C'est-à-dire des valeurs pour lesquelles on considère qu'il y a des seuils à ne pas dépasser pour éviter d'être dans des situations potentiellement catastrophiques ou avoir des effets de bascule environnementaux qui généreraient des situations catastrophiques derrière. Et donc, cette équipe qui est pluridisciplinaire, hein, c'était des agronomes, des climatologues, des nutritionnistes, etc., ils se sont fixés des limites planétaires et ils ont regardé, en gardant ces limites planétaires, comment on pouvait produire un régime alimentaire qui soit à la fois satisfaisant en termes de nutrition et en même temps satisfaisant sur le plan environnemental. Et peut-être savez-vous qu'aujourd'hui, les recommandations nutritionnelles qui sont disponibles, hein, notamment vous connaissez le programme, ce que mangerbouger.fr, c'est mangerbouger.fr, c'est l'intitulé grand public, mais ça s'appelle le PNNS, Programme National Nutrition Santé. Et le Programme National Nutrition Santé, en gros, il fait des recommandations nutritionnelles, mais elles ne sont pas basées sur des données environnementales. C'est-à-dire qu'il va juste s'intéresser à la santé des gens et pas aux conséquences que les aliments ont sur le terrain. D'ailleurs, il n'y a aucun pays dans le monde qui fait des recommandations qui soient à la fois nutritionnelles et environnementales. D'accord ? On ne fait que des recommandations nutritionnelles. Ce que fait ce programme, ce que fait le régime qui est affiché ici, c'est qu'il fait les deux. C'est-à-dire que non seulement il prétend que si vous le respectez, vous avez ce qu'il faut pour avoir une alimentation équilibrée, mais en même temps, ça va permettre de respecter les limites planétaires que j'ai évoquées juste avant. Donc, qu'est-ce qu'on a de remarquant ? Déjà, vous voyez qu'une grosse partie de ce qu'on mange, quand même, est végétale. Les céréales, il faut les prendre complètes et pas raffinées. Beaucoup plus de légumineuses que ce qu'on mange chaque jour. C'est chaque jour, ça. Hein. En France, on mange 10 grammes de légumineuses en moyenne par jour. Vous voyez que c'est 100 grammes là, qui sont recommandés, donc on en est loin. Et pour les fruits à coque, 25 grammes, ça ne vous dit rien, mais 25 grammes, ça fait 25 amandes. Donc c'est pareil, c'est quasiment... c'est très très loin de ce qui est réellement consommé. Ça veut dire que ça pose aussi des questions de coût, parce que ce sont des aliments qui sont relativement chers. Vous voyez qu'il y a beaucoup de produits laitiers. Il n'y a pas une suppression complète de la viande. On garde de la viande, notamment de la viande rouge, et en particulier pour des raisons nutritionnelles, les apports en fer, en vitamine B12, voilà, qui sont en zinc également. Donc on garde un petit peu de viande. Et c'est précisé d'ailleurs que pour les adolescents, il faut même augmenter un petit peu la dose, à cause de la croissance. Et puis vous avez d'autres produits animaux derrière. Ce régime alimentaire, il a fait l'objet de plein de débats derrière, voir comment on pouvait le décliner localement, parce qu'il prétend être universel, donc partout dans le monde. Donc l'idée, c'était de voir dans chaque région du monde ce qui était possible. Et là, ce qu'on voit, c'est que, en fait, il y a des régions du monde. Si on prend l'Amérique du Nord au hasard, vous l'avez ici, vous voyez que l'Amérique du Nord, la limite ici, c'est la recommandation du régime que je viens de vous montrer. Je ne l'ai pas nommé, mais c'est le régime Eat-Lancet. Et donc la recommandation du régime Eat-Lancet, elle est ici en pointillé. Et vous voyez que, par exemple, en Amérique du Nord, on dépasse de à peu près 4 ou 5 fois la quantité de viande qui est recommandée. Par contre, en Inde, on a 2 fois moins la dose qui est recommandée. Vous voyez que dans toutes les régions du monde, on ne mange pas assez de fruits à coque, par exemple. On ne mange pas non plus assez de légumes, même si, encore une fois, l'Inde se rapproche le plus de la limite. Alors, la question, c'est finalement comment je fais, moi, quand je suis au magasin, pour savoir. Alors, on peut déjà s'appuyer sur les labels. Il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il y a des labels qui sont très intéressants et qui sont très informatifs et qui sont rigoureux, et puis des labels qui sont un peu du greenwashing et pas forcément très pertinents. Je n'ai pas le temps de délivrer des notes aux uns et aux autres, mais quasiment tous les cahiers des charges sont disponibles assez facilement en ligne. Donc s'intéresser aux labels, ça me paraît essentiel. Et puis, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention que c'est votre génération et celles qui vont suivre qui vont devoir impulser les transitions qui sont nécessaires à venir, et que j'espère finalement que cette brève exposé vous a envie de vous intéresser à la question. Voilà, je vous remercie.
Je crois qu'on a 10 minutes de questions si vous le souhaitez. Ah, c'est bon. Réduire la consommation de viande, est-ce que ça causerait pas des problèmes de santé chez certains? Alors, est-ce que la consommation de viande provoque des problèmes de santé? Si on en mange trop? Si on en mange moins. Si on en mange moins. Alors, si on mange pas de viande du tout ou pas assez de viande, on peut avoir effectivement des carences, notamment des carences en fer. On appelle ça l'anémie ferriprive. Ça rend faible et puis ça peut provoquer des malaises, des choses comme ça. Mais ça peut être compensé par d'autres aliments. D'accord? Donc en fait, quand on réduit sa quantité de viande, il faut faire attention à ce qu'on mange à côté, de façon à rééquilibrer effectivement sa ration alimentaire. Mais oui, de toute façon, d'une façon générale, quand on change son régime alimentaire, il faut mieux faire attention. Ouais. Par rapport au transport, après c'est plus un problème économique qu'écologique à ce niveau-là, parce que ça coûte de l'argent. Alors la question du transport, théoriquement, on pourrait se dire que si on ne fait pas de transport, c'est quand même moins cher. Oui, mais la consommation, du coup, elle se réduira si on importe moins. Alors, non, parce que en fait, tout dépend comment tu relocalises ta production agricole. Alors aujourd'hui, prenons, je ne connais pas exactement autour de Rouen, mais je sais que vous avez des plaines à céréales et des plaines à betteraves, par exemple. Mais sans doute que vous n'avez pas suffisamment de maraîchers autour de l'agglomération pour fournir tous les fruits et légumes des habitants de Rouen. Donc on pourrait imaginer que les pouvoirs publics favorisent l'installation d'agriculteurs qui vont produire des fruits et légumes de façon à ce que localement on ait davantage de production et que ça évite de faire venir des fruits et légumes de régions plus lointaines. Donc ça c'est un vrai levier. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux, les PAT, qui sont en fait des dispositifs qui permettent aux gens d'un même territoire de se mettre d'accord. Donc les agriculteurs se mettent d'accord avec les cantines des écoles, avec les pouvoirs publics, avec des endroits de vente, des lieux de vente des aliments. Et en fait, tout le monde se coordonne pour qu'à l'échelle du territoire, en fait, il y ait une espèce pas d'autonomie, mais des flux qui évitent de faire appel forcément à des régions lointaines, voire à des pays étrangers pour faire venir la nourriture. Moi j'avais une question. Vous pensez quoi du fait que le bio, souvent, c'est plus cher que ce qui n'est pas bio? Alors j'aurais beaucoup à dire sur le sujet. Déjà, il faut avoir conscience que, sorti de l'exploitation agricole, il y a plein de produits qui ne sont pas plus chers. D'accord? C'est-à-dire que le lait, par exemple, je connais plusieurs éleveurs bio qui font du lait et qui n'arrivent pas à vendre leur lait plus cher que le lait conventionnel. Donc, en fait, ils décident de ne pas le vendre en bio, ils décident de le vendre en conventionnel. Parce qu'en fait, le bio n'est pas acheté assez cher. Donc, quand dans le magasin, vous avez l'impression que le bio est cher, il faut vous dire que ce n'est pas l'agriculteur bio à la fin qui gagne de l'argent. C'est que c'est les intermédiaires qui positionnent le bio comme un produit de luxe et qui se disent, les gens qui veulent du bio, ils sont prêts à payer plus cher pour du bio, donc je vais vendre mon bio, au lieu de le vendre à 1 € le litre, par exemple, je vais le vendre à 1,50 € le litre. Alors même que moi, je l'ai payé 50 centimes. Vous voyez? Donc en fait, regardez les pommes. Les pommes, c'est un bon exemple. Vous comparez les pommes dans un magasin bio, genre Naturalia, Biocoop ou un truc comme ça, et vous regardez les pommes bio dans un supermarché, Carrefour, Leclerc, ce que vous voulez. Elles sont plus chères au supermarché que dans un magasin spécialisé. Ça montre que le problème, c'est pas la pomme bio. Le problème, c'est le vendeur. C'est que aujourd'hui, la grande distribution ne joue pas suffisamment le jeu du bio. Ouais. Et il devrait être contraint là-dessus. Compte tenu de tous les bénéfices qu'on a évoqués. Par rapport aux différents régimes alimentaires, que pensez-vous des régimes véganes et végétariens? Alors, végétarien, aucun souci, c'est même plutôt recommandé. Les régimes, les recommandations quand elles veulent avoir une portée universelle, comme le régime Eat Lancet par exemple que je vous ai présenté. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé de la viande dedans? Ils se justifient dans la publication. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé de la viande dedans? C'est simplement qu'en fait, c'est très difficile de priver les gens d'aliments qu'ils aiment bien et que si jamais vous dites il ne faut plus manger de viande, en fait, les gens vont rejeter l'ensemble du régime alimentaire. Et donc, il y a un problème d'acceptation. Si vous proposez des recommandations je parle à grande échelle,
des recommandations qui ne sont pas satisfaisantes. L'autre avantage, c'est que vous allez avoir aussi des apports nutritionnels qui vous évitent de faire appel à des compléments alimentaires et des choses comme ça qui peuvent aussi poser des problèmes. Donc ça, c'est les 2 raisons pour lesquelles on garde la viande derrière. En revanche, oui, il a été montré qu'un régime végétarien bien mené, c'est-à-dire en faisant attention à ce qu'il soit équilibré, était à la fois intéressant sur le plan environnemental et sur le plan nutritionnel. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vegan, c'est plus compliqué. Vegan, c'est plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de disponibilité, notamment du fer, du zinc, qui sont peu disponibles dans les végétaux, parce qu'il manque les protéines animales qui peuvent être apportées par les produits laitiers et les œufs dans les régimes végétariens. Donc vegan, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais en revanche, du point de vue à l'échelle d'un pays, par exemple, et encore plus à l'échelle internationale, il n'est pas possible de recommander en termes de santé publique un régime vegan ou végétarien parce que les gens, ils suivent déjà pas des recommandations simples comme manger 5 fruits et légumes par jour. Tu vois ? Et donc, imaginez leur dire, bah, vous pouvez, sans manger de viande, avoir un régime équilibré. Il faudrait expliquer tous les trucs qu'il faut faire derrière pour que ça soit équilibré. Et donc, à grande échelle, le risque d'avoir des carences et des problèmes de santé publique, il est trop important. À l'échelle individuelle, manger végétarien, c'est très bien. Il y a 0 souci là-dessus. Par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que les agriculteurs devraient justement être poussés vers le bio, est-ce que vous pensez que l'État devrait justement serrer la vis par rapport au bio et encourager aussi les supermarchés à passer vers le bio et à le valoriser mieux que tout ce qui est industriel ? Alors, c'est 2 questions finalement. Donc, la question des agriculteurs, non, clairement, je pense que la coercition, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les gens à passer au bio. En revanche, qu'ils soient incités, notamment financièrement. D'ailleurs, on voit bien quand les subventions sont versées régulièrement, qu'elles sont intéressantes. C'est arrivé ces 10 dernières années qu'il y ait des années où, en fait, pour les subventions, c'était plus intéressant pour les agriculteurs de passer au bio. Et en fait, ça déclenche des vagues de conversion d'agriculteurs vers le bio. Donc, c'est plutôt de l'incitation que de l'obligation, d'accord, de verser des subventions qui peut inciter les gens. Et clairement, on va y gagner. C'est-à-dire que ce qu'on va dépenser pour les subventions du bio, en argent public, ben on ne va pas le payer en sécurité sociale, en problème de traitement des eaux derrière qui seraient polluées par les pesticides, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'au final, la société collectivement, elle va s'y retrouver de subventionner le bio. En ce qui concerne les supermarchés, oui, alors là pour le coup, clairement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réglementation plus stricte. Le problème, c'est que les supermarchés, c'est secret, ce qu'on appelle la marge nette, c'est-à-dire combien ils gagnent entre ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, il faudrait les empêcher de positionner les produits de bio comme des produits de luxe. Oui, clairement. Ouais. Enfin bon, je redis un peu ce que j'ai déjà dit, mais je connais énormément d'agriculteurs bio qui disent eux-mêmes qu'en fait, les produits tels qu'ils les fabriquent ne coûtent pas plus cher que le conventionnel. Dans plein de domaines, pas seulement dans le lait ou les pommes. Hein, mais, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Il y a des produits qui sont vraiment plus chers en bio à fabriquer. Mais en moyenne, on pourrait imaginer une alimentation bio qui serait beaucoup moins chère que ce qu'elle est réellement. Oui. Bien, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup Samuel. S'il n'y a plus de questions, c'est qu'ils ont tout compris et c'était limpide. Merci infiniment. On retrouve Samuel dimanche à 14h25 pour une intervention sur la biodiversité, l'alimentation et l'impact sur la biodiversité.